Bonjour et bienvenue sur Médian TV. Les démons de l'instabilité politique et institutionnelle sont apparemment de retour en Afrique de l'Ouest. Après le Mali, la Guinée, c'est encore une fois le Burkina Faso qui vient d'être secoué par un nouveau coup d'État. Comment expliquer ce nouveau cycle d'instabilité politique et institutionnelle? Quels en sont les moyens d'arrêter cette spirale de putsch et de permettre à ces pays d'évoluer dans une ère durable de stabilité et de prospérité économique? Autant de questions que nous allons poser à notre invité. Il s'agit de Gilles Yabi, il est le directeur du think tank Wati basé à Dakar. Bonjour Gilles Yabi et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour M. Baldé, bonjour à toutes et à tous. Alors, je le disais à l'instant, après le Mali, la Guinée, c'est encore une fois le Burkina Faso, en l'espace de quelques mois, qui vient de connaître un nouveau coup d'État. Alors, c'est un cycle quand même d'instabilité politique qui semble s'installer en Afrique de l'Ouest. Comment expliquez-vous cela ? Alors, je dirais peut-être d'abord que ce cycle n'est pas nouveau, puisque le coup d'État qu'on vient d'observer au Burkina Faso s'inscrit dans une série qui a commencé depuis 2 ans maintenant. Et je dirais aussi que ce n'est pas seulement un cycle d'instabilité institutionnelle, c'est un cycle d'insécurité et d'instabilité institutionnelle, puisque ces coups d'État se sont inscrits, à part le cas de la Guinée, dans un contexte de grave crise sécuritaire qui dure depuis une dizaine d'années. Si on prend le Mali, ça fait bien 10 ans aujourd'hui que le Mali est plongé dans une crise extrêmement grave et complexe. Le Burkina Faso est peut-être le pays qui a connu la dégradation la plus brutale en 4-5 ans. Aujourd'hui, le Burkina fait partie des 10 pays les plus touchés au monde par le terrorisme. Et donc là, cela traduit la gravité de la situation sécuritaire. Et c'est cette situation sécuritaire qui est quand même le premier élément, je dirais, explicatif de l'instabilité institutionnelle et des coups d'État militaires. Mais je crois aussi qu'il faut, et on en parlera, il faut voir toujours les circonstances, disons, courantes lorsqu'on a ce type d'événement, mais il ne faut pas oublier le contexte politique, économique, social, qui lui a été créé par 20-30 années de gouvernance, je dirais, assez catastrophique ou en tout cas extrêmement déficitaire. Alors justement, vous parlez de gouvernance. Aujourd'hui, est-ce seulement, en tout cas ces coups d'État auxquels on est en train d'assister, est-ce le résultat, la conséquence de la mauvaise gouvernance ou plutôt peut-être d'ambition personnelle qui commence à être la règle au sein des armées ouest-africaines, par exemple? Non, je crois que c'est une erreur lorsqu'on a des événements politiques. Lorsqu'on a des événements politiques graves, je crois que c'est une erreur de chercher une seule explication, un seul facteur qui serait l'explication centrale de ce qui se passe. Ce qu'on observe au Burkina Faso, à nouveau comme dans d'autres pays de la région, c'est la combinaison de plusieurs facteurs. Je dirais il y a toujours d'un côté un contexte qui lui est créé par des facteurs un peu de longue durée, notamment la gouvernance politique et on peut ajouter la gouvernance sécuritaire, donc celle des forces armées elles-mêmes. Il y a le contexte, il y a les acteurs qui peuvent avoir des ambitions, qui ont des intérêts, et il y a les moyens que ces acteurs peuvent mobiliser pour poursuivre leurs intérêts. Je crois qu'il faut toujours examiner ces 3 dimensions lorsqu'on essaye de comprendre une crise comme celle du Burkina Faso ou d'ailleurs comme celle des autres pays de la région. Examiner le contexte, examiner les acteurs et leurs intérêts, et leur diversité également, et examiner les moyens qui sont à leur disposition, les moyens d'action, les moyens financiers, mais aussi finalement le contexte leur permet d'avoir des jeunes par exemple qui sont mobilisables pour quasiment aujourd'hui n'importe quelle cause, très facilement. Donc il faut, je pense, tenir compte réellement de l'ensemble de ces facteurs. Est-ce qu'il y a aussi des ingérences extérieures ? Oui, ça fait partie de l'ensemble de l'équation complexe à laquelle ces pays sont confrontés. Mais je crois que ce que vous dites sur les ambitions personnelles, c'est aussi vrai. Mais les ambitions personnelles ne peuvent avoir une telle influence que dans un contexte qui lui-même est extrêmement favorable à cela. Et ce contexte, à nouveau, il est quand même créé par la manière dont on a géré les pays, dont on a géré les armées et dont on a géré le pouvoir politique. Alors, une question centrale, en tout cas qui est certainement très compliquée à résoudre, c'est
comment enfin mettre fin à ce cycle, quand même qui dure, comme vous le dites, ce n'est pas nouveau. Oui, évidemment, il n'y a pas là aussi de solution immédiate, facile à rechercher. Je crois que ce sera une erreur dès le départ de penser qu'on peut sortir facilement de ce cycle, parce qu'à nouveau, ce cycle s'inscrit aussi dans l'histoire, dans la trajectoire historique de chacun des pays et dans la trajectoire historique de la région. Donc, il y a des facteurs vraiment qui sont spécifiques à chacun des pays. Et lorsqu'on parle du Burkina Faso, par exemple, on sait quand même un peu quel est l'enchaînement des événements dans ce pays depuis la chute de Blaise Compaoré. Aujourd'hui, il y a encore des personnes qui semblent penser que le régime de Blaise Compaoré, qui est resté pendant longtemps, était, lui, capable de gérer la sécurité et finalement de garantir la stabilité, et que c'est après la chute de Blaise Compaoré qu'on a cette espèce d'effondrement, en oubliant que justement les conditions de l'effondrement ont été créées par le non-renforcement de l'armée dans ses fonctions réellement essentielles, parce qu'elle était affectée d'abord à la protection d'un régime et pas à la protection du territoire, et que le contexte aussi burkinabé, c'est celui de frustration extrêmement forte dans de grandes parties du pays, où des régions entières, finalement, n'ont pas vu du tout leurs conditions économiques et sociales s'améliorer. Donc on ne peut pas aujourd'hui examiner ce qui se passe sans convoquer la longue durée de 3-4 décennies, mais évidemment, il y a des facteurs qui sont beaucoup plus récents qui sont liés à la présence des groupes armés terroristes dans l'ensemble de la région ouest africaine. Et il y a, je dirais, enfin, le problème, bien sûr, la rupture aussi générationnelle avec des jeunes, y compris au sein des forces armées, qui sont révoltés par rapport à la manière dont les armées sont gérées et par la perception d'une grande corruption et d'une très mauvaise gouvernance par ceux qui sont plus gradés qu'eux et qui finalement les envoient au combat sans leur donner les moyens d'action. Alors, on va revenir tout à l'heure sur ces armées, en tout cas africaines, sur le rôle dans l'évolution politique de ces pays-là, mais on sent quand même qu'aujourd'hui, on est dans un cycle infernal où, quand les civils ont le pouvoir, on assiste à la malgouvernance, la mauvaise gouvernance, la corruption, qui, en fait, une situation qui crée ou qui justifie l'intervention de l'armée. Et quand l'armée est au pouvoir, on sent ce statu quo, que le pays peut-être même fait des bonds en arrière sur plusieurs années, voire plusieurs décennies dans certains cas. Alors, finalement, quelle semblerait être la solution du juste milieu pour pouvoir permettre non seulement d'assurer la stabilité politique, mais aussi en même temps la prospérité économique? Alors, je crois qu'il y a plusieurs sous-questions dans votre question. La première, c'est le choix qui doit être fait dans chaque pays de l'organisation politique et du système politique. Il y a un choix qui a été fait formellement par les pays membres de la CEDEAO, la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. C'est le choix d'un système démocratique et le choix de l'État de droit, en gros géré par des constitutions qui sont censées garantir l'état de droit et garantir l'équilibre des pouvoirs et la séparation des pouvoirs. Ces constitutions et les documents qui sont aussi ceux de la CEDEAO, notamment le protocole additionnel sur la démocratie, prescrit, disons, aux militaires d'être soumis à l'autorité politique civile d'un gouvernement élu. Donc c'est ça le cadre politique a priori de l'ensemble des pays de la région et donc des pays dont nous parlons. Une fois qu'on a dit ça, la question c'est comment est-ce que dans les faits on opérationnalise ce choix de la démocratie et ce choix d'une autorité civile politique issue notamment des élections et finalement une armée qui est soumise à l'autorité politique. Évidemment, dans les faits, c'est beaucoup plus compliqué parce que les pays aussi ont une histoire. Le Burkina Faso en est à son 8e coup d'État, je crois, depuis l'indépendance. Donc, on est aussi dans le cadre de difficultés de longue durée à mettre en place des systèmes qui soient démocratiques, qui soient civils et qui tiennent dans la durée et qu'ils soient respectés par l'autorité militaire. Mais je crois que vous avez dit quelque chose qui est central. Dans quasiment tous les cas où on a des coups d'État, les conditions politiques des coups d'État militaires sont créées par la gouvernance politique, souvent civile, qui l'a précédée.
On l'a vu au Mali, on l'a vu au Burkina Faso et on l'a vu même en Guinée où on n'avait pas de conflit armé, mais c'est que la gouvernance de l'ancien président Alpha Condé a créé les conditions pour que les militaires puissent se dire on fait un coup d'État et on va être applaudi. Ça ne veut pas dire qu'ils ont fait le coup d'État pour de bonnes raisons ou pour restaurer la démocratie, mais ça veut dire qu'ils ont perçu le signal qu'ils pouvaient faire un coup d'État et que cela soit accepté, voire applaudi par une partie significative de la population. Tant qu'on ne sortira pas de ce cadre où la gestion du pouvoir et la gestion de l'économie créent les conditions pour que les militaires puissent se dire si on fait un coup d'État, cela va être perçu comme une libération, je crois qu'on risque de rester dans ce cycle d'instabilité et d'insécurité. Alors, pour ce qui est des armées, on en parlait tout à l'heure, on parle d'armées républicaines. On a quand même le cas du Sénégal dans cette sous-région ouest africaine qui, malgré de temps en temps quelques crises politiques, en est jamais arrivé là. Alors, on ne va pas faire de comparatif, mais plutôt comment tenir l'armée hors de portée d'intervention dans le champ politique. Pour moi, il y a 2 ou 3 éléments principaux. Le premier, c'est d'abord à nouveau ne pas créer les conditions d'une crise politique, parce que dès qu'on crée les conditions d'une crise politique, on crée la possibilité pour l'armée de se positionner comme ultime recours, et comme recours capable de remettre un peu de l'ordre dans un pays qui est au bord d'une crise grave. Et à nouveau, dans beaucoup de cas, on a d'abord des conditions politiques d'une crise qui sont créées, ensuite les militaires se saisissent de cette opportunité, soit parce qu'ils ont vraiment envie de résoudre le problème, soit simplement parce qu'ils trouvent là une occasion de prendre le pouvoir. Donc ça, c'est le premier élément, c'est finalement, ce n'est pas la question de la gestion de l'armée, c'est la question de la gestion du pouvoir politique qui est un élément central. C'est rare de trouver un pays qui est relativement bien gouverné avec une autorité civile élue qui semble gouverner le pays dans le sens de l'intérêt général. On n'a pas de crise, c'est rare d'avoir un matin des officiers qui tentent un coup d'État. C'est difficile de faire un coup d'État dans un pays qui est relativement calme, où il n'y a pas de crise politique évidente. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, cette fois-ci, c'est plutôt au niveau de l'armée elle-même ou des armées elles-mêmes, c'est la formation et c'est l'ensemble de la gestion, du mode de gestion de l'armée. Vous avez évoqué le cas du Sénégal. Moi, j'ai toujours souligné que probablement l'armée sénégalaise est probablement l'élément explicatif le plus important de la stabilité du pays sur la longue durée. Justement parce qu'on ne la voit pas, parce qu'on ne l'entend pas, ça veut dire en fait qu'elle agit en donnant le signal que lorsque elle doit exercer sa mission, elle le fera, et que lorsque un acteur politique franchit peut-être un certain cap et menace la stabilité du pays, l'armée pourra cette fois-ci intervenir, mais de manière positive pour éviter justement une crise politique majeure. Et ça, à mon avis, ça tient à la qualité de la formation sur la longue durée, comment est-ce qu'on forme les militaires, les officiers bien sûr, mais aussi les soldats, comment est-ce qu'on forme l'ensemble des agents de sécurité, parce que ce n'est pas que l'armée qui est importante dans le dispositif d'un pays, c'est aussi l'ensemble de la gendarmerie, les forces de police, c'est l'ensemble des services de sécurité qui doivent être très bien formés. Et la question de l'intégrité, de l'éthique est extrêmement importante. Il ne s'agit pas simplement d'être bien formé, il s'agit aussi pour les militaires de connaître leur mission et de savoir justement quelles sont les limites à ne pas franchir, y compris par exemple lorsqu'ils doivent intervenir sur des théâtres d'opération. Un des éléments clés de l'affaiblissement aussi du lien entre les États et les populations dans le Sahel, c'est le fait qu'on a des armées qui se comportent souvent très mal dans des théâtres d'opération et avec des exactions contre les civils, ce qui facilite énormément le travail finalement de mobilisation des groupes armés. Alors, une question aussi qui est importante dans tout cela, quelles sont les fameuses soupapes de sécurité? Je pense notamment au rôle de la société civile, des acteurs religieux et traditionnels. Finalement, pourquoi ces acteurs-là, dans plusieurs de ces pays, finalement n'arrivent pas à prémunir, voire à contrecarrer ce type de dénouement?
Non, je crois que ces acteurs, justement la société civile, les acteurs religieux, les autorités un peu morales, jouent un rôle important dans beaucoup de pays de la région. Au Burkina Faso, chaque fois qu'il y a une crise grave, et là encore à l'occasion de ce coup d'État, il y a eu à un moment donné une intervention de ces autorités religieuses et traditionnelles pour éviter notamment un affrontement en pleine ville entre des partisans du colonel Damiba et les partisans du capitaine Traoré qui vient de prendre le pouvoir. Mais je crois que ça montre aussi que c'est justement peut-être le rôle le plus important que ces acteurs peuvent jouer, c'est un rôle d'apaisement, un rôle, lorsqu'on est en situation de crise, un rôle de médiation. Mais je ne pense pas qu'il faille attendre des acteurs religieux ou des autorités traditionnelles des remèdes à la mauvaise gouvernance politique et à la mauvaise gouvernance des armées. Je crois qu'il faut aussi, à un moment donné, qu'on réalise bien que la manière dont on gère le pouvoir politique, la manière dont finalement on centralise le pouvoir au niveau notamment des chefs d'État, tant qu'on ne changera pas les pratiques politiques qu'on observe tous dans les pays de la région, on ne peut pas espérer une meilleure gouvernance au quotidien des institutions, y compris des institutions militaires, et donc on va toujours rester dans un cycle d'instabilité, de fragilité. Les acteurs de la société civile, les acteurs religieux ne sont pas censés apporter une réponse institutionnelle à ce type de problème. C'est l'ensemble de la société qui doit, je pense, aujourd'hui regarder avec froideur la manière dont les pays sont gérés, la très mauvaise gouvernance, y compris au niveau des forces armées, qui résulte dans un niveau d'équipement qui est très faible, dans des problèmes logistiques qui sont inacceptables. Et évidemment, si on ne regarde pas ça en face, je pense qu'on aura du mal à sortir de ce cycle. En tout cas, les choses sont dites. Merci à vous, Zil Yabi. Je rappelle que vous êtes le directeur exécutif du think tank Wati, basé à Dakar. Merci en tout cas pour vos éclairages concernant cette situation politico-sécuritaire dans la région ouest africaine. Bonne journée à vous, Zil Yabi. Merci, bonne journée à vous. Merci. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver cet entretien sur notre site www.medianews.com. Bonne journée, bonne suite de programme sur Média TV.